Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La France se dirige-t-elle vers le grand blocage? La plupart des raffineries sont à l'arrêt ou au ralenti. 20% des stations-service sont en rupture de stock. La CGT annonce de nouvelles grèves à la SNCF dès demain, puis à la RATP, au contrôle aérien et à l'aviation civile. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Fos-sur-Mer où les forces de l'ordre sont intervenues ce matin pour débloquer un dépôt de carburant. Manuel Valls a promis de libérer les raffineries, mais que dit la loi? Où s'arrête le droit de grève? Qu'est-ce qu'une occupation illégale? Nous poserons la question à notre spécialiste François-Xavier Pietri. 6 mois après les attentats de Paris et du Stade de France, les proches des victimes ont été reçus par les magistrats chargés du dossier. Nous avons rencontré un homme blessé le 13 novembre. Il attend toujours une aide pour payer ses soins médicaux. De l'air pur et la ligne bleue des Vosges, nous partirons sur les sentiers en compagnie des chamois et de quelques randonneurs passionnés. Enfin, elles sont mère et fille et pas toujours au diapason. Josiane Balasco et Alexandra Lamy sont à l'affiche de Retour chez ma mère, une comédie sur les rapports parfois chaotiques entre deux générations contraintes de vivre sous le même toit. Elles seront nos invitées à la fin de ce journal. Il n'y aura pas de pénurie. Cette phrase prononcée avant-hier par le ministre des Transports Alain Vidalis n'est plus vraiment d'actualité. 5 jours après le début du blocage décidé par la CGT, plus de 2300 stations-service sur les 12 000 que compte le pays sont touchées. Vous l'avez sans doute vécu vous-même si vous avez tenté de faire le plein. Au pays du système D, les automobilistes ont tenté toute la journée de trouver la parade. Reportage d'Arnaud Etcheverry et Laurent Giraudineau avec nos correspondants en région. Il y a ceux qui n'ont pas de chance. La station est fermée. Et ceux qui doivent prendre leur mal en patience. Interminable file d'attente devant cette pompe à essence des Hauts-de-Seine. Vous avez attendu combien de temps? 1 heure. Voilà, ça fait quand même 3 quarts d'heure que je suis uniquement dans la rue. Des automobilistes sur les nerfs qui bien souvent ont eu du mal à trouver une station encore ouverte. Le bouche à oreille. Ce matin, j'ai un ami à moi qui est passé qui m'a dit que celle-ci était ouverte et dans les alentours tout est fermé en fait. Je suis allé sur le site Total et du coup ils m'ont informé qu'il y avait encore du diesel. À chacun sa méthode donc. Cet automobiliste travaille juste au-dessus de cette station. Toute la matinée, il a guetté l'arrivée du camion-citerne. La fenêtre de mon bureau c'est par là, donc quand j'ai vu le camion-citerne arriver, je suis ressorti pour essayer d'avoir un peu de gasoil. Pour aider les automobilistes, des applications ont vu le jour ces dernières heures. Frédéric Grigolato dirigeait une start-up spécialisée dans la récolte de données géolocalisées. Hier, elle a flairé le bon filon et adapté son application. Sur cette application, vous pouvez signaler et ensuite sur notre site internet, donc qu'on a développé aussi extrêmement rapidement, vous avez les informations sur les stations qui sont en pénurie d'essence. Ça c'est fiable. Et c'est fiable, grâce aux photos et aux remontées en temps réel de nos utilisateurs. Si beaucoup d'automobilistes n'ont rien vu venir, d'autres en revanche avaient anticipé. Échaudé par les blocages de 2010, cet artisan de la région nantaise s'est équipé d'une cuve à gasoil. Alors on s'était dit qu'il nous fallait un moyen de stockage et ça permet de tenir. Pour le moment, on n'est pas embêté. Enfin, pour les plus désespérés, il y a les sites de petites annonces. Depuis hier, des centaines d'internautes vendent des bidons d'essence. 20 € les 5 litres, jusqu'à 60 € les 10 litres. C'est juste un petit jerrycan qui a 5 litres d'essence, oui, de SP95. Je me suis dit, elle ne sert à rien, elle est là, et vu ce qui se passe, si ça peut dépanner quelqu'un. Ce soir, la pénurie s'étend encore un peu plus. Après l'Ouest et l'Île-de-France, le Sud-Ouest et la région PACA sont désormais touchés. Et vous pouvez retrouver la carte interactive remise à jour en temps réel regroupant toutes les stations-service fermées sur notre site internet MyTF1 News. Face au risque de blocage généralisé comme en 2010, le gouvernement a décidé de durcir le ton. Je vous le disais, les forces de l'ordre ont délogé ce matin des militants CGT qui bloquaient le plus grand dépôt de carburant de France, à Fos-sur-Mer, près de Marseille. 7 policiers et gendarmes ont été blessés. Reportage de Pauline Lefrançois, Michael Flores et Henri-Paul Amar. Le face-à-face est très tendu entre les grévistes de Fos-sur-Mer et les forces de l'ordre ce matin. Car la nuit a été très agitée. Devant ce dépôt pétrolier bloqué depuis hier par 200 manifestants. Ces images amateurs nous le montrent. Au milieu de la nuit, une quarantaine de cars de CRS est arrivée pour déloger les militants
et débloquer le site. L'intervention est rapide mais violente. Une véritable agression, hein, salarié qui était tranquillement sur la route, effectivement se fait attaquer par les forces de l'ordre avec des flashballs, avec des gaz lacrymogènes, nous n'avions pas d'armes. La ligne rouge a été franchie pour ces militants, de plus en plus nombreux et déterminés à durcir le mouvement. C'est une déclaration de guerre contre l'unité syndicale que nous avons constituée, contre l'ensemble du monde salarié et ouvrier de ce pays. Et la riposte est immédiate, avec la mise en arrêt de cette raffinerie à Fos-sur-Mer ce matin, depuis sous étroite surveillance policière. Les salariés ont rejoint leurs collègues voisins des raffineries de l'Amed et l'Avera, déjà en grève depuis vendredi. On a aujourd'hui 100% de raffineries en grève dans le pays, donc s'ils pensent que cette stratégie-là c'est la bonne, il va s'apercevoir rapidement, le gouvernement, qu'il est en train de prendre le mauvais chemin. La production est ralentie depuis vendredi dans les 3 raffineries des Bouches-du-Rhône. Désormais, plus aucun carburant ne sort de ces sites. Les terminaux pétroliers des ports de Marseille et de Fos-sur-Mer sont à l'arrêt depuis ce matin. Les bateaux ne sont plus déchargés et cela devra encore durer puisque dès jeudi, l'intersyndicale appelle à une grève de 48 heures pour bloquer les ports. Bonsoir Cyril Adrien Salmand, vous êtes en direct avec nous à Fos-sur-Mer. On l'a vu, les forces de l'ordre ont repris le contrôle du dépôt, mais la production reste toujours bloquée. Expliquez-nous pourquoi. Bien, en fait, ce soir, la situation est celle-là, c'est-à-dire que, outre les opérations de maintenance et de sécurité, eh bien, c'est un site quasiment à l'arrêt qui se trouve derrière moi. C'est-à-dire que, eh bien, après l'opération de déblocage qui a eu lieu tôt ce matin, eh bien, le pétrole n'a été transporté ni dans un sens ni dans un autre, et ce toute la journée. Les salariés grévistes sont rentrés chez eux et seules les forces de l'ordre ce soir en nombre, eh bien, patrouillent autour du site pour éviter toute tentative de reblocage du site. Une tentative que les représentants de la CGT avec qui nous avons pu échanger eh bien, jurent ne pas envisager, du moins pour le moment. En revanche, ils disent vouloir tenir coûte que coûte, et notamment se greffant à l'agenda social chargé des prochains jours, c'est-à-dire demain la grève des cheminots ou encore jeudi la journée nationale de mobilisation contre la loi travail. Merci Cyril Adrien Salmand, en direct donc de Fos-sur-Mer. Selon la CGT, la totalité des 8 raffineries du pays aurait voté en faveur de la grève. Pour mieux comprendre les conséquences d'un tel blocage, regardez comment sont stockés, puis raffinés et enfin acheminés les produits pétroliers jusqu'à votre station-service. Explication très concrète de Jean-Baptiste Bouvet, Christian Barthès et Jean-Luc Pérez. Le terminal du Havre à l'arrêt. Depuis ce matin, les pétroliers ne peuvent plus livrer et ces grévistes ont coupé les vannes. Nous, on a décidé d'utiliser notre rapport de force. C'est plus rien qui sort de chez nous. Et on verra dans quelques jours s'il y a toujours encore du pétrole ou de l'essence partout. Les terminaux de Fos-sur-Mer et de l'Avera, près de Marseille, sont eux aussi en partie bloqués. 99% du pétrole transite par nos ports. Et lorsqu'ils cessent de fonctionner, toute la chaîne de distribution se grippe. Les raffineries tournent au ralenti. Les dépôts de carburant ne sont plus ravitaillés, la circulation des camions-citernes est momentanément interrompue. Sur l'ensemble du territoire, les circuits de distribution sont ainsi perturbés. Ce soir, au moins une station-service sur 5 serait à sec. Le risque de pénurie plane, mais est-il réel ? La France disposerait de 4 mois de réserve de carburant. Pour rassurer un peu les Français, vous avez tout ce qu'on a en stock, 1 mois de consommation pour l'instant, plus les stocks de réserve, 3 mois de consommation, plus toute la flexibilité d'importation. Ceci dit, il ne faut quand même pas que les ports soient bloqués. Environ 20 milliards de litres en stock, mais avec 6 raffineries sur 8 totalement à l'arrêt, l'État préfère prendre ses précautions. Depuis ce matin, les distributeurs sont autorisés à puiser dans les réserves. Bonsoir François-Xavier Pietri. Bonsoir Gilles. On vient de voir à l'instant les effets très concrets de ces blocages. Face au risque de paralysie de l'économie, Manuel Valls s'est engagé à libérer ces sites. Libérer, ce sont ces termes. Est-ce vraiment si simple? Les forces de l'ordre ont-elles le droit de briser un barrage ou de réquisitionner des grévistes? Vous savez Gilles, la fermeté affichée par Manuel Valls est en réalité un exercice extrêmement périlleux. Les forces de l'ordre ont une limite d'intervention, c'est le trouble à l'ordre public. Je vais vous prendre 2 exemples très concrets. Premier exemple, quand des grévistes brûlent des pneus pour bloquer les livraisons à un dépôt ou pour bloquer l'accès à une raffinerie et qu'ils provoquent des embouteillages dangereux, on peut considérer que c'est un trouble
à l'ordre public. C'est ce motif qui a été invoqué par exemple ce matin pour justifier l'intervention des forces de l'ordre à Fos-sur-Mer et pour débloquer le dépôt pétrolier. Deuxième exemple, quand des salariés font grève, empêchent une raffinerie de fonctionner et même assèchent des pompes à essence, envoyer la troupe pour les déloger, c'est prendre le risque de porter atteinte à une des libertés fondamentales qui est le droit de grève. Vous voyez Gilles, le fil entre ce qui est légal et ce qui est interdit, il est très ténu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur la fermeté, le gouvernement peut bien avoir un discours martial, mais en réalité, les marges de manœuvre sont très étroites. Merci beaucoup François-Xavier pour ce point de droit très important en ce jour de grève. On l'a compris, ce conflit a une dimension sociale, économique, juridique et aussi et peut-être surtout politique. En 2012, on s'en souvient, les dirigeants de la CGT avaient appelé à voter en faveur de François Hollande. Aujourd'hui, Philippe Martinez, le leader du syndicat, se pose presque en opposant numéro 1 du gouvernement socialiste. Une situation plutôt atypique. Amandine Atalaya. Le président de la République. Un peu hors contexte ce matin dans une émission culturelle, François Hollande évoque brièvement et sans grande ardeur le mouvement social dans les raffineries. Ce qui est aujourd'hui un blocage qui est fondé simplement par une stratégie portée par une minorité. Blocage d'une minorité, les mots sont assez mesurés. Tactique différente pour Manuel Valls qui choisit le choc frontal avec la CGT. Le Premier ministre parlait hier d'un chantage. Il en rajoute une couche aujourd'hui depuis le Proche-Orient où il terminait un déplacement. Ce qui est inacceptable, c'est qu'une minorité veuille prendre en otage notre démocratie. Donc j'en appelle une nouvelle fois à la CGT pour qu'elle cesse ses actions, qu'elle cesse cette radicalisation. Loin de là, en France, en balade tranquille à la fête du pain. Je compte sur vous pour relever aussi cette France. Alain Juppé en campagne n'a pas l'air désolé pour le gouvernement, mais il demande des solutions immédiates. Quand on fait le contraire de ce qu'on a annoncé, voilà, on se trouve dans une situation qui est celle-ci d'aujourd'hui, qui est une véritable impasse. Il faut absolument rétablir la légalité et rapidement. À droite toujours, à l'Assemblée, d'autres s'en donnent à cœur joie. Monsieur le ministre, les Français n'en peuvent plus de cette chienlit. Quand la pénurie de carburant cessera-t-elle? Quand la chienlit s'arrêtera-t-elle? La réponse du ministre des Transports est désarmante. Je pense qu'aujourd'hui la situation est stabilisée. Quand la réalité tente à prouver le contraire. Dialogue de sourds donc à tous les niveaux, ce que s'empresse de souligner le Front National. Il ne faut pas s'étonner, à force de brutaliser les gens, qu'au bout d'un moment le pays se bloque. Il faut régler le mal, et le mal à la racine, c'est qu'il faut écouter les Français. Mais le bras de fer est à son maximum. La CGT appelle à la généralisation de la grève. Manuel Valls affirme et réaffirme que le gouvernement ne retirera pas le texte. Et on vient de le voir à l'instant, la grève s'annonce également sur d'autres fronts. La CGT, toujours elle, appelle à une grève illimitée à la SNCF à partir de demain matin. 5e grève des cheminots en 2 mois. Les 3/4 des TGV circuleront, ainsi que 60% des trains intercités. 1/3 des TER et des Transiliens resteront à quai. En revanche, 4 RER sur 5 rouleront normalement. Grève également reconductible à la RATP à partir du jeudi 2 juin. Ni la SNCF ni la RATP ne sont concernés par la réforme du Code du travail qui s'applique, vous le savez, aux salariés du privé. Enfin, si vous renoncez au train, à la voiture, au métro et au bus, attention si vous comptez prendre l'avion. Tous les syndicats de contrôleurs aériens de la DGAC ont déposé un préavis de grève pour les 3, 4 et 5 juin prochains. Un climat social tendu, c'est un euphémisme qui n'a pas échappé aux investisseurs étrangers. Une étude publiée aujourd'hui montre que tous les grands pays européens profitent d'une hausse des investissements étrangers, sauf la France. Comment expliquer ce manque d'attractivité? Sur quels atouts doit-on miser pour redresser la barre? Pascal Boulanger et Jessica Bisson ont une partie de la réponse. Vu de l'étranger, la France attire encore des investisseurs. Ce chef d'entreprise marocain développe dans notre pays des call centers, des métiers du service. Depuis 2011, il a créé 1200 emplois en France. Nous avions besoin pour le développement de l'entreprise d'être présent en France. Maintenant, même si l'investissement est stratégique, sa concrétisation financière reste très difficile parce que justement la fiscalité est lourde. Et pour notre métier en particulier, le droit du travail est absolument inadapté.
La France reste malgré tout une puissance économique, mais une puissance agitée par son climat social incertain, ses réglementations complexes et changeantes. Sur le podium des investissements en Europe en 2015, le Royaume-Uni est en tête avec 1065 implantations d'entreprises, devant l'Allemagne 946 et la France 598. Plus 20% pour les Britanniques, plus 9% pour les Allemands, moins 2% en France. Notre pays fait des promesses qui ne vont pas toujours au bout. Si la France retrouvait un peu plus de compétitivité, un peu plus de flexibilité, s'inscrivait mieux dans la marche du monde, en gardant son modèle, en gardant son influence, en gardant le génie français, la France irait beaucoup mieux. Les 3 principaux handicaps cités par les investisseurs étrangers sont les charges et les coûts liés au salaire, le manque de flexibilité du travail, les charges fiscales des entreprises. Malgré ces obstacles, les 3 grands secteurs qui attirent les capitaux étrangers en France sont le numérique, les services aux entreprises, l'équipement. Aujourd'hui, notre pays rattrape son retard dans le domaine de la recherche et développement où nous occupons le 5e rang mondial. En revanche, la France industrielle pose problème. Elle est active, mais les emplois ne suivent pas. Voilà donc pour ce front social et économique chargé en ce mardi. Également dans l'actualité, cette réunion des proches des victimes des attentats du 13 novembre dernier à Paris et au Stade de France. Ils étaient plus d'1 millier et ils seront plus d'1 millier cet après-midi ainsi que demain, reçus à huis clos par les juges en charge de l'instruction. Les parties civiles vont être informées des avancées de l'enquête. Ces réunions sont organisées dans une des salles de l'école militaire à Paris. Parmi les personnes blessées lors de ces attentats, plusieurs estiment avoir été délaissées par l'État. Certains n'arrivent plus à payer leurs frais médicaux. Dominique Lagroux-Sampère, Frédéric Méniard et Pascal Lemaître ont recueilli le témoignage poignant de l'une de ces victimes. Regardez. Il revient pour la première fois au Stade de France. Je l'ai vu passer comme ça, regarde, là. Hop, devant les portes, là. Il se souvient de chaque seconde. Du visage des terroristes juste avant les explosions, leurs regards qui se croisent. Et là, d'un seul coup, boah, l'explosion. Bilal Mokono était à moins d'1 mètre des 2 kamikazes. Ce 13 novembre 2015, il était venu avec son fils assister au match des Bleus. En fait, je me dis, comment je fais pour être en vie, comment je fais pour être vivant à cette distance-là. Ils ne peuvent pas nous mener la vie dure après. Après ça, on ne peut pas nous mener la vie dure. C'est pas possible. L'État, la sécurité sociale, les services administratifs, tous ces courriers qui lui parviennent chaque jour par dizaines. Ces lettres de relance pour un rendez-vous chez l'orthopédiste, par exemple, qu'on lui demande de payer. Bilal est aujourd'hui handicapé. Stress post-traumatique, surdité, problème de vue, une épaule abîmée. Il est toujours en arrêt maladie. Je suis perdu et si contrarié de voir autant de factures qui nous restent encore à régler et celles qui n'ont toujours pas été remboursées. Sur cette montagne de papier, oui, c'est très difficile de s'y retrouver, quoi. Bilal Mokono ne s'attendait pas à cela, à devoir avancer autant, près de 12 000 €, à payer des agios aussi, parce qu'il est à découvert, à attendre 4 mois avant de recevoir la première provision de 10 000 € du fonds de garantie, l'organisme qui indemnise les victimes. 10 000 €, ça couvre même pas les frais de dépenses et d'avances qu'on a pu faire, nous concernant, pour mon fils et moi-même. Et il n'est pas le seul à devoir subir ces retards, ces incohérences administratives, toutes ces enveloppes qu'il n'a même plus la force d'ouvrir. Ce qu'il a fini par appeler son parcours du combattant, sa double peine. Dans cette association d'aide aux victimes du terrorisme, il ne se passe pas un jour sans qu'une personne ne vienne demander de l'aide. Il nous est arrivé de nous déplacer chez les gens pour les aider à ouvrir une enveloppe. Ce qu'une administration ne peut pas comprendre. Mais on vous a écrit. On n'a pas cette connaissance du comment fonctionne ce système de remboursement, parce qu'il est quand même assez opaque. C'est pas qu'on est devenu idiot quand on est devenu victime du terrorisme, c'est simplement que l'émotion est tellement forte qu'on est bloqué. C'est ce qui m'arrive. Nous avons rencontré le directeur général du Fonds de garantie, un organisme unique en Europe, créé en 1986 et destiné à indemniser notamment les victimes du terrorisme. Il traite 2470 dossiers liés aux attentats du 13 novembre. Le cas de Bilal Mokono, François Werner n'a pas le droit de l'évoquer. Chaque dossier doit rester confidentiel, mais il admet qu'il puisse y avoir dans certains cas du retard. 87% des victimes reconnues en 2015 ont reçu une provision dans moins de 20 jours.
certaines, dans des cas très particuliers, en 48 heures. Après, certaines situations méritent forcément qu'on se penche dessus de façon un petit peu plus importante, qu'on demande quelques éléments plus importants. Et ça peut jouer sur un tout premier délai de provision. Quelques jours après notre tournage, Bilal Mokono a reçu une deuxième provision de 5 000 €. Comme lui, ils sont nombreux à avoir recours à un avocat. Le sien estime que le système d'indemnisation n'est pas adapté aux victimes du terrorisme. On est en réalité face à des victimes de guerre. Or, pour les évaluer, il faudrait d'abord qu'il y ait un protocole entre le fonds de garantie ou les experts avec des experts militaires, ceux qui connaissent parfaitement et qui sont allés dans des zones de conflit. Et là, on pourra apprécier correctement l'impact post-traumatique. Pour l'instant, ce n'est pas fait. En attendant le passage des experts pour la suite de son indemnisation, Bilal doit s'équiper de prothèses auditives coûteuses. Mais cette fois, il ne déboursera rien. La prothésiste a décidé d'attendre avant d'encaisser son chèque. Parce qu'il était à un endroit public où ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être vous. C'était lui, donc je me sentais que c'était mon devoir de lui tendre la main et d'aider à l'équiper. 26 millions d'euros ont déjà été versés par le fonds de garantie aux blessés et proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Nous parlions il y a quelques minutes des atouts de l'économie française. Voici un art décoratif que Le Corbusier qualifiait de peinture à l'huile vendue en rouleau. Il était passé de mode pendant quelques décennies, mais le papier peint revient en force. Sébastien Ambert et Sabrina Benzaïd ont percé les secrets du tout dernier fabricant français qui est dans la Somme. Le papier peint est de retour. Les rotatives d'impression tournent de plus en plus dans cette usine de fabrication qui est la dernière en France. Ici, 7 millions de rouleaux sont produits chaque année. Et le secret est dans la nature même du papier. On parle désormais de papier peint intissé, un papier recouvert d'une couche de polyester qui a d'ailleurs fait disparaître la table à tapisser. Aujourd'hui, l'intissé, on ne met la colle que sur le mur. Il n'y a pas de temps d'absorption du papier. L'intissé, c'est arrachable à sec. Vous arrachez le lait, vous le reposez derrière. L'usine, construite en 1974, emploie aujourd'hui 112 personnes. Elle se trouve au cœur de la Picardie, au beau milieu des champs. Un rouleau de papier peint coûte en moyenne une vingtaine d'euros et les ventes ont progressé ces dernières années. Ici, par exemple, le propriétaire fait tapisser un mur de son salon plutôt que de le peindre. Le papier peint que j'ai choisi en brique permet de donner du relief et d'apporter un peu plus de cachet à la pièce. Retour à l'usine de fabrication de papier peint, mais côté coulisses. Le Made in France fait vendre grâce notamment au travail des designers et des graphistes. Ici, on dessine le papier comme on le ferait pour un vêtement et la tendance très forte est au trompe-l'œil. Le papier peint aujourd'hui est clairement décoratif. Pour ça, on n'a plus l'utilité de faire les 4 murs, mais surtout un pan, un panneau, juste un mur ou différentes couleurs jouer avec le papier peint. Avant, c'était évident, on avait besoin de camoufler les imperfections. Aujourd'hui, on a besoin de décorer. Et le papier peint français se vend partout dans le monde. On exporte quasiment 45% de notre production vers l'Angleterre. Donc on a énormément le vent en poupe là-bas parce qu'on sait s'adapter à leurs besoins et leurs demandes. L'usine française exporte dans 60 pays. Le dernier en date est Dubaï. Bientôt, ce papier peint sera vendu aux Émirats arabes unis. Après avoir posé les laits, je vous propose d'arpenter les layons. Le massif des Vosges compte 4000 km de chemin, très fréquenté par les randonneurs à la belle saison. Jumelles en bandoulière et œil de lynx. Philippe Vogel et Julie Roth sont partis en éclaireur. À 1300 mètres d'altitude, les derniers névés sont encore visibles. Mais d'ici quelques jours, ces plaques de neige auront disparu. Pour les bénévoles du club vosgien, cette carte postale printanière est loin d'être reposante. Dès les premiers beaux jours, il faut rouvrir les sentiers de randonnée abîmés par l'hiver. Sécuriser les passages difficiles, sans oublier de vérifier le balisage. Ici, nous sommes sur un sentier qui est marqué par triangle bleu. Donc chaque sentier a pratiquement un autre marquage. Avec 30 cm de neige tombée le mois dernier, l'ouverture des chemins de randonnée a pris du retard. Là, il y a pas mal de boulot toujours parce qu'il y a des rochers ou des pierres ou des arbres qui sont tombés. Avec la neige, le poids de la neige fait tomber des branches et donc il faut tout nettoyer les sentiers. Ces bénévoles retraités vont travailler durant plusieurs semaines. Le club vosgien entretient la totalité des chemins de randonnée.
L'ensemble du massif vosgien, avec tous les trucs, il y a à peu près 22 000 kilomètres de sentiers. Hein. Mais donc ça c'est... Nous on a 470, donc c'est déjà une bonne partie. Hein. Une course contre la montre, car les randonneurs ont déjà investi les crêtes. Avec des chemins accessibles et des paysages offrant une vue sur des centaines de kilomètres, le Haut-Nec est l'un des sommets les plus fréquentés des Vosges. C'est des massifs qui sont plus faciles à courir, justement, on peut vraiment courir et pas marcher, parce que c'est un relief qui est un peu moins agressif que les Alpes. C'est pas mieux ou moins bien, c'est que c'est différent. Je trouve qu'il y a une diversité, c'est très très vert. On rentre et on sort très vite de la forêt. Des marcheurs parfois obligés de partager les sentiers. Pour ce chamois, peu importe le balisage, aucun randonneur ne pourra jamais le rattraper. Un mot et une image de sport avec l'arrivée inattendue d'Adil Rami à Clairefontaine. Le défenseur central du FC Barcelone a rejoint ses camarades de l'équipe de France de football. Il pourrait remplacer Raphaël Varane qui est blessé. L'Euro commencera dans 18 jours sur TF1, bien sûr. Du ballon à la balle jaune, des nouvelles des Français au tournoi de Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga, qualifié sans encombre, victoire en 3 manches au premier tour dans un t-shirt couleur zèbre face à l'Allemand Jan Lennart Struff, qui lui, étonnamment, ne portait pas de bonnet blanc. Et puis regardez de quoi peut être capable le non-nuple vainqueur du tournoi. Un passing gagnant entre les jambes signé Raphaël Nadal. C'était face à l'Australien Sam Gross. Voilà, au ralenti, pour ce geste magnifique de Nadal. Est-ce un rêve ou un cauchemar? Imaginez une situation dans laquelle, à 40 ans révolus, vous êtes contraint de retourner vivre chez votre mère. C'est le point de départ d'un film qui sort le 1er juin sur tous les écrans. Il s'appelle Retour chez ma mère. Bonsoir Josiane Balasco. Bonsoir. Bonsoir Alexandra Lamy. Bonsoir. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Nous reviendrons avec vous dans un court instant sur cette relation, pas forcément évidente, en tout cas dans le film, qui est à la fois drôle et assez proche de la réalité. Florence Demigny et Gladys Bonacier ont pu voir le film en avant-première. Allez ma chérie, lève-toi. Si tu veux être la première pour les petites annonces, faut se lever. Mais il est quelle heure? 6 heures. Le décor, l'appartement familial. Alexandra Lamy, 40 ans, vit le charme des retrouvailles. Elle a divorcé, elle voit presque jamais son fils et elle a plus de travail. C'est bon, maman. Et après 40 ans, un mari ou un travail, une femme, elle ne le retrouve jamais. Bref, tout va bien. L'ambiance est surchauffée, la cohabitation vite grinçante. Jacqueline, comme ton prénom, ça tu sais l'écrire. Dis tout de suite que je suis débile. Et la fratrie réunie à cette occasion, pleine d'affection, avec une Mathilde saignée, peste comme pas deux. Ça va pas recommencer la chamaille, enfin c'est pas possible. On discute, maman. Parce que si tu veux qu'on compte, je te rappelle qu'on crèche gratis, là. Elle est odieuse, elle est exceptionnellement odieuse même. T'as un tiers, Nicolas et moi on en a 2, alors t'es un peu chez toi, mais t'es surtout chez nous. C'est la fratrie, c'est les problèmes de famille, celle qui est plus aimée qu'une autre, et la vie. Et les quiproquos sont dignes du dîner de con. C'est Picard, je peux vous dire que c'est du boulot. Hein. Enfin, c'est surtout eux qui le font, le boulot. Hein. De 2 choses l'une, soit tu l'as faite, soit c'est Picard. Moi, je suis super fan de leur moussaka. Ah ouais, ça? Ah non, Alain. La moussaka, c'est grec. C'est pas du tout Picard. Là, vous êtes tous zinzin. C'est une flamiche, une tourte picarde. Josiane Balasco est impayable, en senior débordée par la situation. Là, vous m'avez épuisé. Allez. Okay. Débordée et aussi décomplexée, mais ça, c'est une autre histoire dans l'histoire. Un tendre secret difficile à cacher qui fait rebondir joyeusement cette comédie. Ça fait plaisir que tu sois là. Josiane Balasco, vous aviez entendu parler de cette génération boomerang, ces gens de 40 ans qui retournent chez maman? Je savais que ça existait, je ne connaissais pas la dénomination. Et Éric Laven, le réalisateur, c'est vraiment il a vu un documentaire sur le sujet, sur ces adultes qui, à cause d'un problème économique ou de crise personnelle, retournent chez leur mère, et on les appelle génération boomerang, à l'opposé de la génération Tanguy. Voilà. Mais je pense que ça ne doit pas être rigolo à subir. Et votre personnage, Stéphanie dans le film, Alexandra, donc elle a 40 ans, elle a beaucoup perdu, elle avait un statut social, de l'argent, une belle voiture. Elle se retrouve chez sa mère. Elle se retrouve à la rue. Comme en politique, la cohabitation, c'est très dur finalement. Non, non, mais au départ, elle n'est pas mécontente que je revienne. C'est juste que d'un coup, je perturbe sa vie parce que c'est ma maman et qu'on ne voit pas nos mamans comme des femmes. Et donc, elle a une vie amoureuse et évidemment, je la perturbe un petit peu dans sa vie. Donc, c'est ça qui la dérange beaucoup. Et puis surtout, elle a des habitudes. Enfin, mon personnage, Jacqueline, a des habitudes
particulière, précise. Ouais. Elle écoute Francis Cabrel, elle met le chauffage à fond. Elle joue au Scrabble par téléphone très fort avec sa copine. Donc tout ça n'est pas non plus... Elle a oublié. Oui. Alexandra, ma fille, elle a oublié comment c'était de vivre avec sa mère. Ça fait 20 ans qu'elle est partie, ou 25 ans. Donc... Mais vous auriez dû me le dire, parce que j'aurais mis un avertissement à tous les téléspectateurs. Si vous aimez Francis Cabrel, n'allez pas voir le film ou allez voir le film. Ben non, pas les deux. Non, il n'y a pas de... Parce que vous m'avez blessé personnellement. Je suis allé voir... Elle adore, mon personnage on peut aimer Cabrel adore et le film. Francis Cabrel, elle écoute une chanson en boucle qui est Petite Marie. Elle la chante mal, mais elle la chante. C'est surtout qu'on l'a en boucle. C'est ça qui est, au bout d'un moment, qui est un peu épuisant. Mais sinon, non, au contraire. On a aperçu une scène, on ne va pas déflorer l'intrigue du film, mais on a aperçu une scène dans l'extrait qui est cette scène de repas de famille. C'est compliqué, mais il y a une chorégraphie entre tous ces acteurs, entre vous, il y a Mathilde Seigné également, il y a Jérôme Commandeur. Et là, on a l'impression que ça a été réglé au millimètre, où il y a une petite part d'improvisation. Non, c'est vraiment écrit pour arriver à ce point d'efficacité, parce qu'elle est très efficace au niveau de la comédie, la scène. Il n'y a pas d'improvisation. L'acteur peut apporter son jeu. Improviser, bon, je sais pas, par exemple, moi j'ai apporté le fait qu'ayant été fille de bistrot, j'arrive à servir 6 verres en même temps. Ça, c'était pas drôle. C'est à goûter. Voilà. Mais c'est du jeu, c'est pas de l'improvisation. Ah, je voulais vous soumettre à l'une et à l'autre cette phrase de Woody Allen que je disais il y a quelques jours. Il parle beaucoup de la famille dans ses films. Il a cette phrase merveilleuse: il n'y a pas d'enfer, mais il y a une compensation. L'enfer, c'est les parents. Ça pourrait être en exergue de votre fille. En fait, ils s'insupportent, elle s'insupporte. En fait, c'est pas que les parents, parce que ce qui est terrible là-dedans, c'est que quand elle retourne chez sa mère, c'est la fratrie qui est odieuse. C'est qu'ils ne supportent pas, finalement, que moi je revienne chez ma mère, parce qu'ils ont l'impression d'un coup que je vais piquer l'héritage. Et donc, c'est eux qui sont extrêmement violents. Et notamment Mathilde Seigné. Le personnage, elle n'est pas du tout comme ça dans la vie, mais elle est extrêmement dure. Et c'est vrai que le fait que je revienne chez mes parents, d'un coup, tout ressort. Et ça, c'est terrible. C'est très réaliste. Et c'est très réaliste. C'est comme si d'un de coup, famille, voilà. Voilà, exactement. D'un coup, on va se disputer pour un petit service à cuillère et d'un coup, tout ressort. Et c'est extrêmement dur. Les petites mesquineries, les grandeurs, les bassesses. Oui, ça fait partie. Dieu merci, j'ai pas trop de famille, donc ça m'a épargné. Pas trop de famille, j'ai la famille directe, mais je peux pas dire que j'ai des tas de cousins et de frères, j'ai un frère et tout ça. Mais en tout cas, Eric, et c'est ça qui fait la force du film aussi, c'est qu'il s'est inspiré pour beaucoup de répliques, beaucoup de situations soit qu'il a vécues, soit dont il connaît des gens qui les ont vécues, soit son scénariste a vécu. Donc ça donne une crédibilité. Donc c'est à la fois de l'humour, mais sur des choses que tout le monde peut avoir vécues éventuellement. Puis il y a un point qui est important dans le film, je trouve, c'est tous ces quarantenaires, tous un petit peu névrosés, un peu pas bien dans leurs chaussures. Et il y a une personne épanouie, à tout point de vue, amoureusement, qui profite, qui croque la vie. Heureuse. Mais c'est la plus vieille ado de France, en fait. Une sorte d'ado attardé, mais génial. Je cache de ma fille pour aller retrouver mon amant. Et comme je veux pas lui dire, j'ose pas, enfin j'ai envie, mais j'ose pas lui dire que, même bien qu'étant veuve depuis peu, j'ai un amour dans ma vie, je me cache. Et vous montez pendant très longtemps. Et on va penser que j'ai un problème neurologique grave. Voilà. Merci à vous d'être venu. Mais restez encore quelques instants pour regarder ensemble la photo du jour qu'on va découvrir. Alors vous allez voir, c'est pas du papier peint, on en a parlé tout à l'heure. C'est un magnifique tour de passe-passe. L'artiste JR, que vous allez voir, a fait disparaître la pyramide du Louvre en collant sur sa façade un trompe-l'œil qui se confond avec le musée qui se trouve juste derrière. C'est comme le cinéma, c'est du trompe-l'œil. C'est un grand trompe-l'œil. C'est un grand trompe-l'œil. C'est un grand papier peint, il ne faut pas faire de pli. Non, parce que sinon ça merde très vite. Il faut bien le coller. Il faut bien le coller. Le film sort le 1er juin. 1er juin, oui. Vous avez mis longtemps pour le tourner? Vous avez fait beaucoup de répétitions? C'est 2 mois. Une durée normale. Et contrairement au film, pas de, je ne voulais pas employer de gros mots, pas de friction? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire. Non, c'était... on était assez sérieux pendant les scènes parce que il faut une précision et tout ça. Mais dès qu'on avait dit couper, ça déconnait ferme. Oui. Non, mais parce que il y avait quand même des déconneurs professionnels à la table. Hein. Oui, c'est-à-dire désigner les victimes. Nous deux déjà, Jérôme Commandeur, Mathilde pas la dernière non plus, Philippe aussi. Et le metteur en scène qui est quand même, je dois le dire, à son âge, c'est honteux, c'est le roi des déconneurs. Vraiment, c'est honteux. Merci infiniment à l'une et à l'autre pour cet échange à propos de ce film qui fait rire, quelquefois un peu jaune, comme le papier peint qu'on a vu. Oui, mais c'est pour ça, en faisant la tournée, d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est à la fois très drôle, et puis on a eu beaucoup de retours de gens qui ont été touchés, parce qu'évidemment, ils se projettent là-dedans. Le rire se coince. Exactement. Ils disent, zut, ça me rappelle quelque chose de ma propre famille.
Merci beaucoup à toutes les deux. Bon vent pour ce film. Merci. À très bientôt. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la très belle météo du mois d'octobre. Il fait quand même pas très beau, de Louis Baudin, puis My Million. Nos chers voisins, comme en famille, Nikos et Nicolas, qui seront sous un parapluie. Place ensuite au mystère de Laura. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h. Bonne soirée à tous. À demain et à très bientôt. Pas dans le même appartement, ça va créer des frictions. Mesdames, à bientôt. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.